Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, pour commencer, évidemment, s'étonner de la plus que faible participation de cette commission générale, même si j'imagine qu'un certain nombre de personnes l'ont prise pour ce qu'elle était peut-être, à savoir plus un coût, ou en tout cas un temps médiatique sur le sujet, plutôt qu'un réel temps d'échange sur ces sujets. Il n'y a pas de... qui... Ben non, il n'y a pas de journaliste. C'est un peu raté. Ça aussi, c'est raté. Excusez-moi. Allez-y. Non, parce que quelqu'un a chu dans l'escalier, c'est pour ça que je m'inquiétais. A chu, oui. Tout d'abord, sur ce sujet, vous savez à quel point celui-ci est important. Pourquoi il est important? Parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais j'ai été à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes responsable des études, et donc tous les éléments techniques qu'on utilise aujourd'hui à Métropole donc, ont été mis en place au temps où je vais dans cette association. Ce sujet de la pollution atmosphérique, il est particulièrement important à mes yeux, et il est normal que l'on s'y attache, mais néanmoins, je trouve quand même que je ne pouvais pas recommencer ce temps de parole. J'avais écrit quelque chose, mais comme il n'y a personne, je vais le faire un peu à la volée plutôt, être plus libre de mes paroles, pour remercier M. Millet. M. Millet qui, quand même, malgré parfois des excès politiques, ou en tout cas de classe, met des points techniques précis. Oui, la qualité de l'air s'améliore, et s'améliore nettement. Mais on part de loin, de très très loin. Je voulais vous rappeler que tout a commencé, finalement, sur ce point de la qualité de l'air, un 5 décembre 1952, à Londres. Le 5 décembre 1952, les gens mouraient, mais pour le coup, ils mouraient vraiment. Ils mouraient vraiment parce que ce jour de brouillard particulier, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote se sont accumulés ensemble et ont créé un nuage d'acide sulfurique. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de morts. On compte à peu près, enfin on a dénombré à l'époque, 12 000 morts de cet épisode de pollution. Donc une vraie catastrophe. Et ça a été un moment particulièrement sensible, et on s'est attaché à, finalement, se dire que cette pollution atmosphérique n'était pas un simple problème visuel, mais qu'il pouvait y avoir des conséquences sur la santé, et il y en avait à l'époque. Rapidement, Lyon s'est inquiété sur ces sujets. Dès les années 1961, au début de la zone industrielle du sud de Lyon, il y avait des émissions atmosphériques fortes de dioxyde de soufre, justement, et nous avions aussi à l'époque beaucoup d'épisodes, alors nous, je dis nous, mais j'étais pas né à l'époque, et il y avait des épisodes de brouillard massifs qui étaient liés à la fois à des émissions particulières qui fixent l'eau et qui créent le brouillard. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins maintenant, parce qu'on a moins de particules, donc on a moins de brouillard. Et donc on s'est mis à surveiller dès 1961 la pollution au soufre donc, de la ville de Lyon. Rapidement, 1975, un deuxième réseau des industriels, puis à surveiller, puis un troisième réseau, EDF, c'était Loire-sur-Rhône, qui émettait beaucoup de particules, et de dioxyde de soufre. Pourquoi? Parce qu'on utilisait du charbon, et le charbon était extrêmement polluant. Donc rapidement, on a mis en place, au niveau de l'État, des mesures de réduction des émissions polluantes, pour tous les secteurs, tous les industriels. Les producteurs de véhicules automobiles en sortant petit à petit les normes, donc Euro 2, Euro 3, Euro 4, ainsi de suite, et on descend les émissions polluantes. Au niveau des industriels, en disant, quand les conditions ne sont pas bonnes, on n'utilise plus de soufre. Donc il y avait des procédures pour moins polluer. Et puis finalement, on a moins pollué tout le temps. Et petit à petit, les industriels, sous la pression de l'État, des réglementations, ont limité leurs émissions. Pareil sur les véhicules, pareil sur les normes. Et petit à petit, nous avons réduit massivement, pas à Lyon, à l'échelle de la France, à l'échelle européenne, nous avons réduit les émissions polluantes et mécaniquement les émissions, donc nous avons réduit les émissions, ce que l'on respire. Et ça c'est très bien, et aujourd'hui on arrive à une très bonne qualité de l'air, moyenne. Alors vous allez me dire, il y a de plus en plus de pics de pollution. Monsieur le maire de la Tour de Salvagny l'a rappelé. Pourtant il y a de plus en plus de pics. Forcément on réduit les normes. Donc avant il fallait, par exemple pour les particules, il fallait 120 microgrammes par mètre cube pendant toute une journée. Puis après, il fallait 120 mètres cubes sur 8 heures seulement, puis sur 4 heures, puis sur 1 heure, puis 80, puis 40. Donc on descend les normes. Donc même si la qualité de l'air s'améliore, les normes descendant, on augmente le nombre de pics de pollution. Mais ça n'est pas une raison pour ne rien faire. Et ce sur quoi on travaille, parce qu'effectivement, les gens ne meurent plus dans la rue
à cause de la pollution atmosphérique. C'est là où on est bien d'accord, monsieur Millet, c'est qu'on doit avoir la qualité de l'air pour la protection de la santé à long terme. Et c'est ça l'enjeu, c'est ce que nous rappelle à loisir monsieur Philippe, c'est bien la protection de la santé à long terme, les maladies chroniques, qui nous posent encore un souci. À partir de ça, je suis désolé, c'était un peu long, mais c'est important de le rappeler, comme j'ai beaucoup de temps de parole, c'est comment est-ce qu'on travaille pour réduire cette pollution chronique de fond que l'on mesure de façon régulière avec des capteurs qui sont judicieusement placés. Parce qu'on ne mesure pas la qualité de l'air de la même façon partout. Parfois, on la mesure le long d'une route, et parfois dans un milieu neutre, ce qu'on appelle un capteur de fond, comme le capteur qu'il y a devant la métropole en haut de la rampe. Là aussi, avant, quand on déclenchait un épisode de pollution, il fallait plusieurs capteurs, il en fallait au moins 3 cohérents, puis 2, puis 1. Donc maintenant, on déclenche très facilement, hein, il faut bien en avoir conscience. On peut même déclencher sur des capteurs de proximité, le long d'une route. Évidemment, le long d'une route, il y a des pollutions. Donc dès que les conditions ne sont pas bonnes, on déclenche. Donc, cette qualité de l'air s'améliore mécaniquement sans que la métropole ne fasse rien, finalement. Mais il est quand même de notre rôle de continuer à travailler sur ces sujets. Mais attention, il ne faut pas tout mélanger, et parfois on mélange la qualité de l'air, donc c'est le plan oxygène, mais la protection de l'atmosphère, qui là, c'est le plan climat et énergie territorial. Et pourtant, au niveau de l'État, la protection de l'air, elle, s'appuie sur un document unique, le plan de protection de l'atmosphère, qui a les 2 volets. Le volet gaz à effet de serre et dérèglement climatique, et le volet pollution de proximité. Donc nous, on a 2 plans, l'État n'en a qu'un. Et parfois, on mélange un peu les deux, et je trouve que sur ce sujet, et notamment la prime air-bois, une des 4 mesures que vous nous présentez, on se trompe de bataille. Parce que même si on a un chauffage au bois performant, il n'en reste pas moins très polluant, excessivement polluant. Quand on mesure les émissions d'un chauffage au bois très performant, il pollue bien plus que n'importe quel autre type de chauffage. Donc, autant le chauffage au bois est une très bonne chose dans le cadre d'avoir un combustible renouvelable, autant en urbain, il est à proscrire. Néanmoins, ça se passe, on a plus de chauffage au bois dans les communes autour de l'agglomération, et pas en centre-ville de Lyon, il y en a peu, et ce sont des endroits où on n'a pas de problème de pollution particulière. Donc tant mieux, aidons ces ménages, mais c'est vrai, là pour le coup, je rejoins monsieur Hénon, si on moyenne par commune, ça fait 3 dossiers par commune et par an, c'est vrai que c'est assez raisonnable, et on voit bien que c'est une mesure, non pas qui tombe à l'eau, mais qui part un peu en fumée. Là, c'est facile. Ensuite, Madame Vallée, je vous remercie pour votre présentation. Je vais profiter que vous êtes encore là pour nous remettre la carte, notre présentation, où on voit les concentrations de polluants avec les axes routiers. Ce que je voudrais parler 2 minutes de la ZFE. Encore un peu. Encore. Voilà. Vous avez sur la gauche la concentration moyenne. Ce sur quoi on lutte, c'est, avec cette ZFE, on veut faire baisser les concentrations. Et la première chose qu'on a dit, vous voyez cette carte, c'est de dire, nous n'allons pas appliquer de mesures sur les axes structurants. Et regardez les axes structurants, c'est ceux qui sont rouges. C'est-à-dire que ce qui émet de plus de pollution, là où on a le plus de problèmes, c'est ce que l'on ne touche pas. Moi, personnellement, ça m'interpelle. Si on veut avoir des actions, autant les faire là où il y en a besoin et pas exclure là où ça pollue. Et après, vous voyez que le jaune foncé, les personnes impactées, sont le long de ces routes. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on parle de pollution moyenne. Une moyenne, c'est sur 24 heures. C'est-à-dire que si vous avez une journée à 0 et vous avez 2 pics à 100, vous aurez une moyenne à 20, par exemple. Donc en moyenne. Mais ce qui est important, c'est l'exposition. C'est au moment où on est, là où il y a le plus de pollution. Et pour les oxydes d'azote, c'est évidemment pendant les pics routiers du matin et du soir. Mais ces cartes-là, l'exposition, elle ne se base pas là où sont les gens, elle se base là où habitent les gens. Actuellement, nous ne sommes pas capables de savoir, nous n'avons pas les outils, ça n'est pas un reproche, mais techniquement,
nous ne sommes pas capables de faire des évaluations, de savoir où sont les personnes dans la journée et est-ce qu'elles sont soumises à des périodes, enfin à des espaces pollués ou pas. On utilise juste la répartition de population sur la carte en fonction des habitants, on prend les cartes de bâti et ensuite on place la pollution. Donc ce chiffre, il est purement théorique, nous n'avons aucune idée aujourd'hui pour savoir si oui ou non les personnes qui sont impactées par ces problèmes, ces émissions polluantes, enfin ces émissions, on les voit, sont bien au bon endroit quand il y a de la pollution. Et donc c'est pour ça que quand on prend des mesures, il faut les prendre larges. Si on fait baisser la pollution partout, dans ce cas-là, on peut travailler. Mais si on choisit des zones réduites, vous imaginez bien qu'au centre de Lyon, il n'y a pas que les Lyonnais la journée. Quand c'est pollué, quand il y a des pics de pollution, ça vient aussi de l'extérieur, de toutes les communes. Donc il faut travailler à une échelle plus large. Et c'est pour ça, et à l'inverse, il y a des Lyonnais qui s'en vont. Donc on ne peut pas travailler que sur ces sujets, que à l'échelle lyonnaise, comme la ZFE, ni que à l'échelle de la métropole, parce qu'effectivement, la pollution est bien plus large, elle n'a pas de frontières, et les échanges de pollution peuvent provenir d'autres sources. Donc sur cette ZFE, il est dommage que l'on travaille sur uniquement les véhicules utilitaires, je suis d'accord, on aurait dû avoir des périmètres beaucoup plus larges et des mesures globales sur la métropole pour réduire globalement les émissions et non pas laisser des flux de circulation en plein centre de l'agglomération, ce qui va tuer les résultats finalement. Mais comme ce sont des évaluations, on pourra toujours les corriger, mais je pense que cette mesure, j'en ai la certitude, elle n'est pas adaptée à ce qu'on attend comme résultat. Concernant les 70 km/h, oui, alors réduisons la vitesse de 90 à 70, c'est comme sur les épisodes de pollution qu'on a eu ces derniers jours. Alors, vous n'habitez peut-être pas le long de la rocade, tous, le fait est que ça n'est pas respecté et qu'on ne se donne pas les moyens de faire respecter. Et que les personnes qui aujourd'hui, en toute conscience, veulent respecter la limitation, prennent des risques réels parce que les flux de poids lourds et de transit ne respectent rien. Et qu'à un moment donné, si on veut être proactif sur ces sujets, si on veut faire respecter, si on veut prendre des mesures fortes, il faut avoir les moyens de verbaliser très fort, ou alors on ne le fait pas. Mais faire sans contrôler, ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment une remontée de terrain, vous voyez, des maires qui constatent ça, avec des personnes qui s'angoissent en disant « mais comment est-ce qu'on peut mettre des limitations de vitesse, ne pas les faire respecter et faire prendre des risques aux gens sur les routes ?» Parce que c'est le résultat. Concernant le Challenge Air, la quatrième, c'est effectivement globalement, ça part d'une bonne idée. Il faut continuer d'accentuer toutes les mesures qui vont nous permettre, et c'est bien en lien avec ce que j'ai dit avant, de continuer à avoir une connaissance précise de l'exposition des populations au phénomène de pollution atmosphérique. Si on veut traiter le problème, il faut savoir exactement ce qu'il en est. Donc il y a Veolia qui a proposé une mesure qui est pas mal. Atmo-Rhône-Alpes travaille justement sur une sorte de surveillance citoyenne, vous en avez parlé, avec des capteurs embarqués qui vont permettre d'avoir des cartes dynamiques et de vraiment retracer des éléments précis sur ces éléments qui nous conforteront pour savoir si oui ou non les populations sont impactées et comment travailler. En tout état de cause, Monsieur le Président, sur ce sujet, encore une fois, il est dommage que l'on ne soit pas plus pour débattre de ces sujets, parce que là on est presque dans un format de conseil où chacun déverse sa parole, mais nous n'échangeons pas. Il y a un sujet réel qui est la densité urbaine. Quand on regarde les chiffres de pollution atmosphérique et les agglomérations, c'est directement lié à une densité de population. Quand j'entends parler de modèles à la parisienne ou à l'Île-de-France, personnellement j'en veux pas du tout. Je ferai toujours lutter pour que Lyon ne devienne pas la deuxième Île-de-France avec tout son cortège de problèmes qui vont avec, même si les réseaux de transport en commun sont bien, mais il n'y a pas que ça, hein, malheureusement. Et cette densité urbaine qu'on nous impose dans les communes périphériques, à terme, finira par recréer à l'extérieur de Lyon les problèmes qu'on a à l'intérieur de Lyon. Donc il faut qu'on puisse sereinement discuter de ces sujets pour ne pas les laisser partir et recréer des problèmes plus tard, sur justement ce qu'on attend de notre métropole et de sa forme urbaine pour ne pas recréer à l'avenir les erreurs du passé. Merci.